Hello! Voici donc ma deuxième vidéo sur les Young British Artists. Vous pouvez regarder la première partie en premier, c'est quand même plus simple pour avoir tous les détails et suivre un peu mieux l'histoire. Là, je vais donc continuer les portraits d'artistes qui font partie de ce groupe. J'ai plus détaillé les portraits aujourd'hui, donc il n'y en aura que 4 et je pourrais ainsi faire une partie 3, voire une partie 4, car il y avait vraiment du monde dans ce groupe. Je me présente juste rapidement, je m'appelle Moko, j'étudie aux Beaux-Arts et donc je vous propose des analyses d'œuvres d'art et d'artistes, mais je fais aussi des vidéos plus chill, genre des chit-chat make-up, des story times, des vlogs. Donc voilà, si c'est un programme qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo, et on est reparti. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez un petit quelque chose à grignoter et à boire, et c'est parti! On démarre donc avec Rachel Whiteread, qui est née en 1963 et est aujourd'hui âgée de 62 ans. Elle s'est démarquée dans le groupe YBA en devenant la première artiste femme à remporter le prix Turner en 1993. On a déjà parlé de ce prix dans la première vidéo, qui est donc un prix attribué à des artistes et à des œuvres qu'ils ont créées. Et c'est bien sûr un prix très renommé que les artistes convoitent, car ça leur permet vraiment de se démarquer dans le monde de l'art et de se faire connaître. Mais nous reparlerons en détail de cette création qui l'a fait gagner ce prix. Et tout d'abord, regardons ensemble ses premiers travaux. Elle étudie à l'école polytechnique de Brighton, puis à la Slade School of Arts, cette fameuse école productrice de jeunes talents. Elle déploie son intérêt pour la relation entre les objets et les êtres humains, au travers de sculptures réalisées en résine, en cire, en béton ou en plastique. Fascinée par l'espace négatif, elle le remplit pour le rendre visible en utilisant des objets du quotidien comme des moules et ainsi leur donne présence. Pour trouver des moules intéressants, elle fouille les rues, elle traîne dans des vides-greniers et des magasins de seconde main qu'elle appelle ses coffres au trésor. Ce sont ses carnets de croquis, soit ses outils test. Elle s'attaque à des baignoires, des chaises et même des matelas. Elle crée des formes très architecturales et parfois même titanesques. Je pense notamment à sa série d'escaliers de béton qui ne mènent nulle part, des poèmes compacts, figés, semblant éternels. Rachel modifie la perception des lieux et des objets de nos quotidiens en faisant apparaître leur intérieur. En regardant l'un de ces moulages, par exemple une bouteille, on pourrait croire qu'elle a versé un liquide solidifiant par-dessus une bouteille existante. Pourtant, nous voyons ici seulement l'intérieur de celle-ci, son contour ayant été arraché une fois l'intérieur durci. Certaines œuvres sont intitulées Ghost et portent bien leur nom, soit fantôme en français. Son usage expérimental de la matière remplissant des espaces oubliés, les chargeant de notre présence maintenant opaque et terriblement lourde, comme une solidification liminale. Partly, I suppose, to do with the sort of childhood imagination of the places that you would hide, but also a way of making those things concrete through the casting process. It made you a space and showed you a place that had never really existed before. Revenons au prix Turner, qu'elle remporte grâce à son installation House, maison, une sculpture de béton calqué sur l'intérieur moulé d'une maison victorienne. Elle existait dans l'est de Londres et était vouée à la destruction. Whiteread matérialise alors l'espace creux, le vide qui plane dans un cube, celui que l'on remplit de notre présence humaine et de nos objets. L'artiste coule du béton à l'intérieur de la maison, pièce par pièce, puis arrache les murs d'origine, pour ne laisser que ces formes de béton durci, des empreintes du lieu maintenant évaporées. La maison de béton est inutilisable puisque ses blocs sont pleins. Pourtant, ils représentent l'intérieur, le lieu de vie autrefois occupé d'une maison qui a servi et survécu au siècle. Le processus de réalisation est très intéressant, ainsi que les critiques du public qui en découlent. Il fallait dans un premier temps trouver une maison vouée à être détruite, pour pouvoir la remplir de béton et qu'elle devienne un moule. Whiteread souhaitait trouver un site qui ressemblait au lieu dans lequel elle avait grandi, et cette maison victorienne s'y prêtait bien. Elle se sentait connectée à ce lieu de par ses propres souvenirs qu'elle transmutait dans celui-ci. Elle était aussi intéressée par le fait que d'autres personnes y avaient vécu, des inconnus qui l'avaient chargée de leurs souvenirs. Il a fallu trouver les bons matériaux à accoler au mur pour que le béton n'y colle pas. Le toit et les sols entre les étages ont été retirés. Des grilles ont été placées pour supporter le poids de cette structure modifiée. Le processus prit plusieurs mois, d'août à octobre. Un gardien a été posté sur les lieux pour surveiller que personne ne vienne détruire l'œuvre en construction. Il y a un aspect politique à House, puisqu'elle a été créée durant une récession. Le coût de la vie était élevé, dont le coût du logement. Le public se demandait pourquoi détruire une maison et gâcher de l'argent et des produits afin de donner vie à un bâtiment qui sera inutilisable.
lorsque des individus manquent d'argent pour pouvoir se loger. Les médias débattèrent sur ces questions. Certaines personnes adoraient l'idée tandis que d'autres s'en sentaient rebutées. L'artiste savait que House serait une œuvre temporaire, puisque la maison victorienne qu'elle avait investie était vouée à être détruite. L'œuvre, elle aussi, devrait donc disparaître de ce lieu. Charles Saatchi, le collectionneur dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, proposa à White Red de mettre la maison sur roue pour pouvoir la déplacer et la mettre par exemple dans un musée. Mais cette idée déplut à White Red. Elle voyait House comme une œuvre in situ, qui n'aurait plus de sens sans son environnement. Elle aime que son œuvre ait depuis disparu, et qu'il n'en reste maintenant que des souvenirs. Elle remplit le vide des espaces, ce vide que l'on comble avec nos vies et nos pensées, des expressions fantômes, fugaces, des mémoires qui nous échappent au fil du temps qui passe. La destruction de cette maison fait donc partie intégrante de son processus. Le co-directeur de ce projet, Lingwood, disait « Lorsque je reviens sur le site où se trouvait House, je me l'imagine encore présente. D'ailleurs, on trouve encore quelques débris de la maison sur l'herbe désormais repoussée. Tous ceux qui ont pu la voir en ont un souvenir qui leur est propre. Même ceux ne l'ayant jamais vue s'en font alors leur propre image, dans leur esprit. Et je trouve que c'est une chose magnifique. » Voilà donc pour le profil de White Red et quelques exemples de ses œuvres. Et nous passons désormais au prochain artiste. Chris Ofili est le prochain artiste que nous allons étudier. Et c'est d'ailleurs mon coup de cœur de cette vidéo. Il est peintre et est né en 1968 à Manchester. Il est aujourd'hui âgé de 56 ans et est d'origine nigériane. Alors que White Red fut la première femme à remporter le prix Turner, Chris Ofili fut le premier homme noir à l'acquérir. Ses peintures atmosphériques investiguent l'intersection du désir, de l'identité et de la représentation, que l'on peut décrire comme néo-expressionniste. Les toiles d'Ofili, très colorées et détaillées, incluent des éléments non conventionnels comme des paillettes, des morceaux de magazines découpés puis collés, des épingles utilisées dans la cartographie, ainsi qu'un composant organique très controversé, de la bouse d'éléphant. Il travaille par couches, et les images se superposent tellement que l'on découvre de nouveaux détails à chaque contemplation. L'intérêt premier d'Ofili est de célébrer et de documenter l'expérience de vie des Noirs, leur parcours en mémorial, en prenant note de la violence raciste. Il évolue aussi autour de la religion et de ses différentes iconographies au cours de l'histoire de l'art. Il n'hésite pas à mixer la religion, notamment catholique, à des questionnements socio-culturels, une revendication que l'on retrouve dans son œuvre phare, Holy Virgin Mary, que nous verrons par la suite. Le théoricien Homi Bhabha introduit l'idée que l'hybridation naît du post-colonialisme. La migration déplaçant des peuples, des lieux étant colonisés, les identités futures nées de ce mélange baignent dans un héritage pluriel, un mélange de cultures, de rituels et d'idées. Somehow, through the exploration of race, you can get to a new place, a new form of understanding. Somehow we can maybe even exploit the misunderstandings. Ofili mélange l'univers western, bien qu'il soit britannique, on s'entend, mais l'univers western est présent partout, dans la publicité, dans la culture, les livres, les films, au monde nigérien. On retrouve cette multiplicité dans ses méthodes créatives. La peinture associée au collage, par exemple, une diversité exploitée sur un même support. Son univers peut paraître décoratif, car il est beau, il brille par ses paillettes et attire l'œil. Les objets collés peuvent sembler peu sérieux, et l'adjectif décoratif n'est pas vraiment un compliment pour une œuvre, car il s'arrête à une superficialité, une toile belle et fun, sans profondeur. Mais Ofili contrecarre ces idées, en produisant des images délicates, profondes, et inspirées d'art traditionnel africain et aborigène, qui apportent leur bagage sacré, et les défis que ces peuples doivent traverser dans la préservation de leur art et de leur culture. Son travail est définitivement antiraciste, et chaque pièce s'inscrit dans la négritude, soit la reconnaissance d'être noir, la symbiose et la célébration de l'histoire et de la culture noire. Dans plusieurs pièces, Ofili vient chatouiller les idéaux nauséabonds des suprémacistes blancs, qu'ils proviennent de l'extérieur, de la violence crue de la rue, ou de celle plus insidieuse du monde de l'art et des galeries. Un portrait célèbre d'Ofili s'intitule No Woman, No Cry, en référence à la chanson de Bob Marley, rend hommage au jeune homme Stephen Lawrence, un étudiant noir jamaïcain de 18 ans qui a été sauvagement assassiné dans un crime raciste.
à Londres en avril 1993. La police laissant couler, indifférente à la violence commise envers les personnes noires, l'enquête fut classée pour manque de preuves. La famille endeuillée poursuivit sa bataille contre l'institution policière, réclamant justice pour leur fils. En 1997, après l'élection du parti de centre-gauche New Labour, un rapport détaillé écrit par Sir William Macpherson est publié, centré sur l'indifférence policière envers les crimes racistes et l'incapacité du système judiciaire, tous gangrénés par le racisme institutionnel. Ce texte avait pour volonté de promettre de ce parti une intolérance aux crimes racistes, ainsi que de décortiquer les événements amenant à la mort du jeune Jamaïcain, enquête qui n'avait pas été faite, puisque les principaux suspects n'ont même pas été interrogés. On découvre dans ce texte la violence des agents de police lors de l'arrestation, puisque personne n'a été arrêté, et le fait qu'il n'ait pas prodigué les premiers soins à Stephen, ce qui l'aurait peut-être sauvé. Grâce à ce rapport, l'histoire est alors très médiatisée, alors qu'un seul journal en avait témoigné lors de l'événement. L'opinion publique s'indigne et les Londoniens réclament justice pour l'assassinat de Stephen. Ils eurent de la sympathie envers lui, un jeune sérieux et travailleur, et sa famille, considérés comme simples et dignes. Mais tous les meurtres d'individus noirs n'attirent pas cette même empathie. La chanson No Woman No Cry comprend des paroles de persévérance et de triomphe contre l'adversité contre laquelle se battent les Jamaïcains. Rappelons que Stephen est d'origine jamaïcaine. Une chanson qui unit cette communauté contre les adversités qu'elle traverse, et ses paroles rassurantes qui rappellent que tout ira bien. Everything is gonna be alright. Ce portrait rempli d'émotions présente au premier plan une femme noire en pleurs, qui pourrait être une représentation de Madame Lawrence, ses yeux mi-clos dans une expression endeuillée. Derrière elle, une grille ornementale la soutient, comme la haute estime que lui portèrent les Londoniens. Dans chaque larme, si l'on regarde attentivement, l'on reconnaît le visage du jeune martyr, Stephen. Ce passage a été dur à rédiger car j'ai été traversée par toutes sortes d'émotions, de la colère à la tristesse. Malheureusement, les institutions d'aujourd'hui, en 2025, sont toujours aussi corrompues par le racisme et nous avons affaire à de nombreux cas similaires d'assassinats, que ce soit aux États-Unis ou en France. Il est primordial de se liguer contre cela et de se former à l'antiracisme, ainsi que de dénoncer lorsqu'une situation injuste se déroule devant nos yeux, particulièrement si nous sommes blancs, car nous risquons beaucoup moins à nous interposer, au contraire des personnes de couleur. En tout cas, si vous souhaitez en lire davantage sur cet événement, je vous link des articles en français dans la bio. Ophélie peint également une série autour des violences policières, dans des tons très sombres, à l'huile et au charbon, qui tranchent totalement avec ses toiles très colorées. Les titres contiennent le mot bleu, la couleur associée à la police. Ces toiles, habillées d'un bleu très sombre, presque noir, cachent des scènes avec des personnages en interaction. La toile Blue Devils a un titre très équivoque, Les démons en bleu. Revenons donc à l'œuvre qui lui fit remporter le prix Turner, la toile Holy Virgin Mary, une pièce qui fit trembler bien des conservateurs chrétiens. Nous avons ici une représentation de la Vierge en femme noire, entourée d'angelots qui sont en fait des organes génitaux découpés dans des magazines pour adultes. Ophélie a également utilisé de la bouse d'éléphant pour peindre. On le remarque notamment sur la poitrine de Mary. Cette peinture raconte l'ambiguïté d'Ophélie étant enfant, à comprendre les questions de race ainsi que de la pureté associée à la mère. Comment la mère est représentée en femme pure, immédiatement mise sur le piédestal de la femme correcte. On retrouve des vierges noires dans les iconographies religieuses africaines et caribéennes, mais ici, la volonté de l'artiste était vraiment d'être provoquant. Il trouve les peintures classiques de la Vierge blanche, chargée du male gaze et sexualisée. Et pourquoi associer la peau blanche à la pureté ? Sa Mary est plus terre-à-terre. Elle siège près de la bouse d'éléphant. L'artiste mélange le sacré et le profane. De notre point de vue européen, nous voyons la bouse d'éléphant comme un élément sale et qui ne devrait pas faire partie d'une œuvre. Pourtant, lors d'un voyage au Zimbabwe, Ophélie découvre le caractère sacré associé aux excréments d'éléphant. Finalement, tout est question de point de vue. Et si cela est sacré au Zimbabwe, alors Ophélie aurait tout à fait raison d'en peindre sur sa toile religieuse, non ? La toile arrive à New York pour être exhibée dans l'expo Sensation avec d'autres artistes du YBA. Et les critiques ne furent pas longues à arriver. Le maire en personne, outré, insulta les œuvres de dégénérés et tenta de poursuivre l'exposition en justice pour y mettre fin. N'y arrivant pas, il coupa les financements du musée, qui, après 1 an de délibération, durent être restaurés. Mais il a quand même coupé les financements pendant 1 an. La toile d'Ophélie fut insultée de blasphème
par un homme catholique qui balança de la peinture blanche jusque derrière le verre protecteur qui protégeait donc la toile, ce qui abîma l'œuvre. La volonté du peintre était de challenger les esprits, mais ceux des conservateurs sont peu flexibles. Ophélie se refusa à leur expliquer sa peinture. Il ne la défendit pas, car pour lui, tout était dit. Voilà donc pour Ophélie et certaines de ses œuvres. J'ai vraiment adoré son travail. Bon, évidemment, la partie militante me touche particulièrement. Je trouve ça absolument génial, très très pertinent. Ça a l'air d'être quelqu'un de très intelligent et de très talentueux. Franchement, 10 sur 10, j'adore son travail. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je pense sincèrement faire une autre vidéo sur lui, car il fait aussi des sculptures de bronze qui sont absolument magnifiques. Enfin, il y a tellement de choses à explorer dans son travail que je n'ai pas envie de m'arrêter ici. Donc voilà, et si vous voulez en savoir plus sur certains événements, il y a donc les liens dans la bio pour lire les articles. Passons maintenant à Jenny Saville. Elle naît à Cambridge en 1970 et est âgée aujourd'hui de 55 ans. Elle peint des portraits de nus monumentaux dans des explosions colorées que l'on peut aussi associer au néo-expressionnisme. En 2018, elle devint la femme artiste la plus cotée au monde. Elle démarre sa vie étudiante à la Lily and Stone School, puis obtient son diplôme à la Glasgow School of Arts en 1992 avant d'embrayer sur la Slade, où elle se fera repérer par notre fameux Charles Saatchi en 1993. Elle fait un saut par l'université de Cincinnati en 1991 et se penche sur le sujet des imperfections physiques. Les corps rebus, ceux que l'on voudrait corriger et que l'on ne met pas en valeur. Les plis de la peau, les corps gros tabous. Elle s'inspire alors de personnes qu'elle croise tous les jours et collectionne dans son esprit des morceaux de corps qui l'inspirent. Elle disait « À Cincinnati, de nombreuses femmes sont énormes. On voit leur chair habillée de shorts et de t-shirts. C'est bien à voir, elles ont ce physique qui m'intéresse. » En 1994, elle a l'occasion d'assister à des opérations réalisées par un chirurgien plastique. Elle étudie la reconstruction de la chair humaine et cela crée en elle une perception des corps comme des ensembles fragiles et résilients, capables d'évolution, de transformation. Elle explore le corps défiguré en étudiant les pathologies médicales. Elle se rend à la morgue observer les cadavres et examine aussi les animaux et la viande. On peut dire qu'elle a poussé le concept de modèle vivant au maximum. Enfin, vivant, plus vraiment. Elle s'intéresse au même moment aux sculptures de la Renaissance, qui présentent des duos interconnectés, comme des couples ou des mères liées à leurs enfants, des hybridations, ainsi que toute image qui dépasse la norme du genre. Ces toiles explorent le corps des femmes, entre chair en expansion et visage candide, aux yeux immenses et brillants. Elle est parfois décrite comme héritière du style de Francis Bacon dans sa façon de peindre la chair. Saville transcende les codes de la représentation figurative classique et de l'abstraction moderne. Elle réalise des peintures à l'huile aux nombreuses couches qu'elle gratte ou recouvre. La distinction entre le corps humain modèle pour sa toile et sa représentation s'entremêle. Les parois entre les deux mondes s'effondrent. La respiration motrice de vie se fond dans une couleur profonde, aussi viscérale que la chair. Elle s'inspire de diverses imageries, des peintures antiques, aux sculptures hindoues, des croquis et toiles de la Renaissance, du travail plus récent de Matisse, Kooning et Picasso. On reconnaît dans certaines toiles des représentations du Christ, et dans d'autres des corps sortis tout droit d'un shooting photo que l'on apercevrait dans un magazine de mode. Elle mélange le passé avec le moderne. On peut dire que ces personnages dansent, semblant s'échapper du cadre, leur peau s'étendant en coulées impulsives de couleurs vives. Impulsives ou si bien pensées. La composition de ces tableaux, qui font généralement 240 cm sur 180 cm, nous présente un univers qui, grâce à ses différentes superpositions, nous absorbe. On peut voir dans ces échappées d'huile à peindre joviales une forme de synesthésie, de musique dynamique qui lirait les éléments. Saville aime travailler par série. Dans ses premiers tableaux, on retrouve l'immense toile à l'huile Shift, dépeignant des corps nus entremêlés, collés, déformés. Elle souhaite représenter l'intimité et plutôt que d'associer de grands tableaux à une certaine grandeur, elle y sent une vision crue de l'intime, soit de ce que l'on cache habituellement et qui pourtant nous rassemble et crée des liens. Avec ses corps grotesques, elle défie le male gaze. La femme a toujours été sujette des peintures, objectivée, idéalisée au travers des siècles. La muse douce et délicieuse. Saville se réapproprie la féminité, celle véritable, celle des corps que l'on croise tous les jours.
Lors d'une de ses expositions au Modern Art Museum, le musée écrit « Lorsque l'artiste est une femme, l'on est certain que le regard va être autre et déjouera tous les stéréotypes. » Bien, nous arrivons donc à la dernière artiste qui est Gillian Wearing. Sortons donc un peu de la peinture pour nous concentrer sur le travail de Wearing qui navigue entre la photographie, la vidéo, l'installation et la sculpture. Elle est née à Birmingham en 1963 et a aujourd'hui 61 ans. Wearing investigue les dynamiques de pouvoir et le voyeurisme dans la vie de tous les jours. Elle ne recherche pas une beauté esthétique et se focus sur ses sujets et leur conscience d'eux-mêmes. Elle fabrique des masques et des prothèses qu'elle porte dans ses photos et vidéos. Elle altère sa voix lorsqu'elle est enregistrée et elle modifie ses photos. Hi, I'm Gillian Wearing. I'm an artist. I do not like to be on this side of the camera. I'd much rather be the other side of the camera. Watching me being me alienates me from me. Elle réalise des autoportraits et des portraits de personnes seules ou en groupe. Son travail dialogue avec celui de Cindy Sherman et avec la surréaliste queer du XXe siècle, Claude Cahun, qui se prenait elle-même en photo, grimée en autre qu'elle afin de raconter des histoires, et qui est une précurseur de l'art drag. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo sur elle, dites-moi si ça vous intéresse. Gillian Wearing étudie tout d'abord à la Chelsea School, puis au Goldsmiths College, prenant part au groupe des YBA. En 1997, elle remporte le prix Turner pour sa pièce 16 Minute Silence, mais patience, nous reviendrons dessus dans un instant. Voyons d'abord ses premiers travaux. Dans sa série datant de 92 à 93, Wearing includes signs that say what you want them to say and not signs that say what someone else wants you to say. Soit, Wearing inclut des signes disant ce que tu veux qu'ils disent et non des signes disant ce que quelqu'un d'autre voudrait que tu dises. Bon, j'ai transcrit le titre au mieux. Elle se rend dans la rue pour photographier des passants et leur demande de poser avec un panneau sur lequel ils doivent tout d'abord écrire ce qui leur traverse l'esprit. Cette série inspira beaucoup, dans la publicité notamment, mais pas que. On peut dire que cette œuvre accéda à une forme de viralité, puisque des personnes sur Facebook reprenaient l'idée en postant des photos d'eux tenant une pancarte, avec leurs pensées écrites dessus. Ce qui fit rire Wearing. Elle ne pensait pas que ce concept puisse tant influencer. Wearing réactualise la notion du portrait et transforme l'anonymat d'une personne en documentation des comportements privés et sociaux. Elle pense que son travail se rapproche plus d'un documentaire ou d'un reportage que d'art en soi. Elle est profondément intéressée par l'humanité et plus encore par les profils marginaux. Masks are a central theme in Wearing's work. They appear throughout her photographs, videos, and paintings and sculptures, both as literal props and as metaphors. For Wearing, the mask is a way of talking about the little performances that each of us put on every day in our roles in society. En 2003, elle entamera sa série Self-Portraits As, donc autoportrait comme ou autoportrait de telle personne, on peut dire plus ou moins ça comme ça. Dans celle-ci, elle porte des masques de sa fabrication à l'effigie des membres de sa famille. Elle prolonge cette idée dans sa vidéo Family History qui anime ses personnages. Elle s'inspire alors des feuilletons anglais des années 70. Elle met en scène les tragédies quotidiennes, les situations difficiles, les états traumatiques et les troubles psychologiques. Ses travaux s'inscrivent dans la tradition littéraire descriptive de Goya et Zola ou encore Dickens. Je suis sûre que vous vous souvenez tous des cours de français où on étudiait Zola. Personne n'a pu oublier ça. Ces livres étaient si longs, si détaillés et si boring. Dans sa pièce vidéo Sasha and Mom, Sacha et Maman, une vidéo qui invente l'histoire d'une fille et de sa mère, Wearing mêle tendresse et violence. Elle inverse la bande sonore, ce qui crée une distorsion malaisante et souligne le conflit. L'émotion dans les voix nous rappelle le lien unique entre ces personnages qui se balancent paradoxalement. L'artiste apprécie que de la place à l'interprétation soit faite et que le public puisse combler les trous de l'histoire avec son imagination. Je ne peux m'empêcher de penser au livre de Lionel Shriver et au film tiré de celui-ci de Lynn Ramsay, We Need to Talk About Kevin. He's just a boy, just a sweet little boy. Ainsi qu'au film Mommy de Xavier Nolan. T'as mon petit gars, il a bien du charisme, mais quand t'es pas une fiouse, t'en sois de là, ben ça jouera. Mon Dieu, c'est ça qu'on fait mieux, mon homme. Qui explore les liens tumultueux entre des mères et leurs fils, habités par un mal-être que les parents peinent à gérer.
Ce sont des œuvres plus récentes et facilement trouvables en streaming, donc n'hésitez pas à les regarder si ça vous intéresse. Revenons à la vidéo de Wearing qui remportait le prix Turner. 16 Minutes Silence. Le plan est simple. Une caméra fixe, filmant des policiers en uniforme, silencieux durant 60 minutes et fixant l'objectif. Wearing interroge la relation entre le regardeur, soit le public, et le sujet présent dans une œuvre. Ici, elle désacralise le pouvoir de la police en les rendant muets et immobiles. De ce silence naît une interaction entre les agents et le public. Le public sait de quoi sont capables les policiers, mais ici, il est confronté à leur humanité. Les agents sont en fait des acteurs déguisés et regroupés dans un ensemble qui nous est familier, comme sur les photos de classe des enfants ou comme les équipes de basketball. La durée de la vidéo laisse le temps au regardeur de développer sa réflexion. Wearing cherchait aussi à faire un clin d'œil aux appareils photo anciens pour lesquels il fallait poser longtemps, sans bouger, afin d'obtenir un résultat net. C'était inconfortable pour les modèles de patienter autant. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des œuvres et des artistes qui vous auront parlé, qui vous auront fait vibrer. Et j'espère que vous avez envie de les creuser davantage, de chercher des toiles que l'on n'aurait pas vues aujourd'hui, par exemple. Dis-moi dans les commentaires quelle œuvre t'a le plus interrogé, celle qui t'a le plus plu. N'hésite pas à étayer ton propos, je serai ravie de lire tous vos commentaires. N'hésite pas non plus à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne. Tu peux appuyer sur la petite cloche en haut pour avoir les notifications à chacune de mes publications. Comme ça, tu n'en loupes aucune. Je te remercie d'être resté avec moi durant toute cette vidéo qui était assez longue. Et je te fais des gros bisous en te disant à la prochaine. Bye!